Salut à tous, épisode 11 avec Gazprom. Nous sommes en saison 3, donc dans le mode carrière sur Pro Cycling Manager 2021. Et ce que je vais vous proposer ici, c'est un début de saison. Un début de saison dans une équipe qui possède des objectifs un petit peu plus élevés que l'année précédente. On peut voir ici les objectifs sponsors qui sont proches mais supérieurs. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent des top 5 qui vont être demandés, là où avant on avait des top 10. Ça va pas être forcément évident. Une petite nouveauté, c'est la victoire d'étape sur Paris-Nice. Et puis après, évidemment, on retrouve tout un tas de classiques sur lesquels il va falloir exister. Ça va pas forcément être toujours très facile parce que le jeu a pu réinitialiser une partie et donc se remettre très bien par rapport à la saison d'avant où la planification des rosters de l'IA au niveau par exemple des inscriptions et de la gestion des pics avait été un petit peu, on va dire quoi, aléatoire, je m'en foutiste, on pourrait dire ça. Ça va être plus difficile cette saison. On va avoir un groupe, regardez, qui a un petit peu progressé pour certains. On pourra noter des petites progressions comme le dénommé Tadic, comme également pour Klimek, pour Galkuk, elle va intervenir dans pas longtemps, pour le jeune Rodionov, le russe, qui honnêtement s'annonce plutôt prometteur. Voilà, il y a eu comme ça quelques petites notes qui ont augmenté au fil de l'hiver. Et puis après, du côté de l'équipe U23, on notera par exemple la présence de ce Zaitsev qui pourrait bel et bien promettre un peu. Et puis après, voilà, vous avez quelques coureurs également. Voilà, ici, Filatov, qui lui va être plus estampillé contre la montre. J'aime bien les petits jeunes là. Ils sont pas forcément très nombreux à être très prometteurs. Mais en revanche, il y a peut-être 2 ou 3 bonnes pioches là-dedans. C'est quelque chose que je voulais, c'était un peu du développement en interne. Et juste une remarque, c'est que ces coureurs-là sont apparus au 25 octobre. Hein. C'était vraiment là que la nouvelle génération s'est mise. J'ai ensuite avancé, configuré des variants, également planifié les objectifs, comme vous pouvez le voir ici. On a donc fixé comme ça tout un tas de petits objectifs aux uns et aux autres. J'ai utilisé pour cela PCM Career Explorer. Je trouvais ça plus pratique pour les objectifs. Après, par contre, pour la planification des courses, j'ai utilisé tout simplement le jeu. Hein. Mais je vous ai mis un lien dans les sous-titres et également dans les commentaires de cette vidéo, lien vers l'intégralité de ma planification, on va dire, pour ceux que ça intéresse, parce que ça n'intéresse vraiment pas tout le monde. Et donc, c'était intéressant, je trouve, de le faire pour une fois via PCMCE, pour lequel vous avez aussi un lien de téléchargement au cas où le logiciel gratuit, bien sûr, vous intéresserait. Il faut en profiter parce que c'est la dernière chose gratuite proposée par son créateur qui a décidé de prendre un petit peu du recul vis-à-vis de PCM. Ça fait déjà quelques mois. En fait, le gars a été complètement dégoûté de PCM 21 apparemment, ou bien d'un enchaînement de déceptions peut-être. Toutefois, vous voyez, c'est très facile via son logiciel PCMCE de planifier les objectifs. Puis ensuite, évidemment, on va dans l'onglet planification du jeu. Puis après, là, il faut bosser. Il faut prévoir un petit peu qui va sur quel endroit. Alors, on aura un Paris-Nice créé par la communauté. Coucou Emeric et JP. JC Le Cobra, pardon. JP Le Cobra. On revisitera Tirreno 2013, par exemple. Catalogne, j'ai laissé quelque chose par défaut. Pays Basque également, parce que ce sont des courses sur lesquelles on n'aura pas vraiment d'objectifs.
pour le Giro, ce sera le Giro de Léon 40. Je me suis laissé tenter par tous ceux qui m'avaient proposé de le jouer. Apparemment, il est vraiment copieux le truc, il a l'air vraiment sympa. Dauphiné, Tour de Suisse, c'est pas dit qu'on les développe énormément sur cette saison-là. Le Tour de France, c'est un Tour de France 2013. Que je dise pas de bêtises, je vérifie en même temps. Oui, Tour de France 2013, c'est bien cela. Et puis pour la Vuelta, ce sera une Vuelta 2015. Voilà, donc dans les grandes lignes, vous savez à peu près. Pour les championnats du monde, j'ai pris 2014. Voilà, donc voilà un petit peu le topo sur les réjouissances de la saison à venir. Tout le reste, j'ai laissé un petit peu, même si évidemment, on vérifiera au dernier moment pour Montréal et pour Québec, histoire de ne pas jouer le variant qu'on n'aime pas, à savoir le variant par défaut. Voilà. Tout est donc réglé en maximum 3 heures à peu près en tout, le temps de penser, réaliser les choses. C'est pas si élevé que ça va. Même s'il faut quand même, je trouve, avoir de la motivation parce que c'est quand même rébarbatif de ne rien pouvoir commencer. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, on a l'habitude. Sur PCM, il faut se taper vraiment une grosse séance avant de pouvoir faire quelque chose. 3 heures en tout, je veux dire, avec l'ajout des variants, etc. Je règle mes formes du jour de manière totalement homogène. Tout le monde en élevé. De toute façon, Down Under n'est pas un objectif. Il va y avoir une bonne partie de la troupe qui va être notamment autour de Walter. Une bonne partie de la troupe sera focalisée sur le Giro en deuxième pic. Ce qui veut dire que l'objectif, c'est qu'ils aient leur premier pic très rapidement. Voilà, je développe aussi ces idées-là dans la vidéo que je vous ai mise en lien, que je tiens pas à publier forcément, parce que il vient un moment, les vidéos de planification, j'en ai fait un certain nombre. Alors c'est bon, pour ceux que ça intéresse, voilà le lien, mais sinon on va pas trop focaliser dessus. Vous voyez, par exemple, dans les coureurs qui s'annoncent disponibles à l'été, il y a Alexander Vlasov, et il y a, donc jolie note, Vlasov, il s'est bien développé, il est vraiment très très intéressant. Et puis Pavel Sivakov également pourrait nous intéresser fortement. Lui aussi s'est correctement développé, mais il a moins progressé que Vlasov par exemple. Donc à voir. Mais déjà ce sera délicat financièrement d'avoir un des deux. Bon, donc j'imagine même pas avoir les deux, bien sûr. Toutefois, ça peut être un petit objectif que d'essayer de recruter un de ces deux coureurs-là. On n'aura pas une marge financière qui va se dégager de manière immense. En revanche, si j'accumule beaucoup d'argent en caisse sur cette saison, ça me permettra de déborder un peu le budget et d'aller chercher comme ça un très bon coureur russe. Voilà. À voir un petit peu. J'ai choisi l'Italie pour cette saison 2023 pour ce qui est de l'équipe nationale, parce que je pense que c'est la dernière saison sur laquelle je ne prends pas la Russie. Dès 2024, ce sera sûrement la Russie, et à mon avis pour un bon moment, parce que l'objectif c'était d'essayer de tenir avec, j'ai pris Kazakhstan une fois, là je prends Italie une fois, puis après ce sera la Russie de manière délibérée, histoire d'aller un peu à fond dans le projet quelque part, puisque on développe des coureurs russes majoritairement, et il va falloir assumer à un moment donné, les stars étrangères ne suffisent pas. La saison s'ouvre donc pour moi au niveau de jouer des courses du côté du Grand Prix La Marseillaise. Voilà une course amusante qui se dispute à toute fin janvier, et un peu de malchance déjà pour le champion du monde Alexei Lutsenko. Regardez-moi ça, il a chuté le bougre, et en plus c'est pas anodin parce que c'est quand même un petit peu dans le final. Donc j'ai fait décrocher Nekrasov ainsi que Tadic pour essayer de permettre à Lutsenko de recoller un petit peu plus rapidement. Toujours pareil, on se prend une pléiade de coureurs un peu en difficulté ou en train de souffrir
qui nous empêche, il faut traverser tout ça en fait, ces danses qui nous empêchent de recoller trop rapidement au groupe à l'avant, dans lequel on va trouver Biryukov, on va trouver Alessandro Covi bien sûr, et ainsi regardez, on a encore un petit écart à boucher au moment d'aborder dernière difficulté du jour. C'est parti. Si je ne m'abuse, c'est la montée vers Marseille par la Ciotat, me semble-t-il, par le bord de mer, par les calanques là, et légèrement à l'intérieur. Oui, je suis assez certain en fait. On l'a encore vu à la télé il n'y a pas si longtemps. Donc, Lutsenko a... Enfin, il n'y a pas si longtemps. Il y a 9 mois quoi. Lutsenko a réussi à recoller. Covi va pouvoir peut-être l'aider. Quand même, Lutsenko, il est revenu. Hein. Il y a une adversité qui est pas ridicule. Hein. Qui est pas ridicule. Il y a quelques très bons coureurs. Alors, on va tenter d'allumer une mèche ici avec Biryukov qui est rentré. Voir un peu s'il y a quelque chose qui peut se dégager sur cette toute fin de course. Et regardez, on va lancer également. À un moment donné, on va lancer avec Lutsenko pour essayer de reprendre Warren Barguil. Et Warren Barguil va résister. Voilà, très bien, très bien pour Warren Barguil, qui s'impose donc en ce début de saison sur la première course d'un jour. Victoire. Alors Warren Barguil, voilà, il faut s'habituer un petit peu. Ça fait, bon, c'est déjà la deuxième année que c'est le cas, mais il est chez Bahrain Victorious. Hein. Il n'est pas du tout... pas du tout là où on l'imagine, donc ça peut surprendre un peu. Bahrain Victorious pour Warren Barguil qui, vous allez voir, n'est pas mal du tout là-bas. Hein. Il est pas mal du tout. Dans la foulée, quelques jours plus tard, je me suis laissé tenter par un petit contre-la-montre qui est l'étape 5 de l'étoile de Bessèges, avec une petite adversité quand même quand on voit Jan Tratnik, Matteo Sobrero, et puis un général sur lequel Moscon, au matin de ce contre-la-montre, n'est que à 20 secondes de Mollema Chavez. Puis après, c'est assez serré pour le reste. Donc, on s'élance en se demandant s'il n'y aurait peut-être pas un petit quelque chose à aller chercher. L'intérêt de ce début de saison, outre les victoires potentielles, pour moi, il réside surtout dans la gestion du moral. C'est-à-dire que... Allez, Moscon. Allez. Ah, ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant, tout ça. La gestion du moral, qu'est-ce que je veux dire par là ? On a déjà du très bon Michael Matthews. Hein. Qu'en fait, si les coureurs prennent quelques victoires, ou même ne serait-ce qu'une victoire ou deux, sur le début de saison, là, au mois de février, ils vont aborder le mois de mars avec des échéances un petit peu plus importantes, avec déjà un très bon moral. Et ça peut déjà nous offrir aussi quelques formes du jour un peu meilleures. Donc c'est pas à négliger en fait. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que par souci un peu de variété dans ce que je propose, je pense jamais vraiment montré la Marseillaise, l'étoile de Bessèges, et puis pas vraiment non plus le Tour d'Algarve. Hein. C'est pas très souvent que je le propose. J'avais envie un petit peu de varier les choses. Montrer un petit peu des courses sur lesquelles je ne vais pas forcément tous les ans, ou dans toutes les carrières en tout cas. Alors là, on y va. On est sur le Tour d'Algarve. On a là encore une équipe qui est autour de Gianni Moscon. C'est un petit peu le hasard hein, qui veut que j'ai plutôt joué le coup avec Moscon. En Algarve, il faut quelqu'un qui sache grimper. Il faut quelqu'un qui soit pas mauvais contre la montre. Pour ça qu'en fait j'ai pensé à Moscon qui est un peu mon couteau suisse sur pas mal de situations. Voilà. C'est donc le projet. Allez Tadic. Ah là, dommage. On a fait le boulot pour le jeune Serbe Tadic, sur Lazar Tadic, il est rigolo son prénom, sur cette première étape en Algarve, et malheureusement il s'est fait coiffé au poteau par Edward Theuns. Voilà, tiens. Edward Theuns de Trek Segafredo toujours. Il n'a pas bougé.
Dommage, hein. Deuxième, ça donne des petits regrets parce qu'on pourrait se dire, ah mince, alors tu rates cette victoire. Elle était pas forcément facile à prendre, mais on aurait pu peut-être. Donc voilà. Derrière, tout de suite les choses sérieuses. Tout de suite, une étape qui va être sélective au niveau du général. Vous allez voir que cette étape va receler une surprise. Pour moi, une surprise vraiment de taille. Donc, on y va. On va évidemment jouer pour Moscone. Hein. Il n'y a pas de vraie autre alternative hein, sur ce coup-là. Biryukov peut-être, mais moi non. Enfin, on équipe quand même essentiellement de rouleurs. Certains vont être des gars qu'on va aligner sur les classiques, voire même sur les flandriennes. Pour Klimek, pour même Mikheyev, il sera souvent. Biryukov, il ira un peu sur toutes les classiques. On voit Sharman ici qui va vivre un mauvais quart d'heure en fait. Regardez, son équipe va être incapable de le ramener. Il avait été victime d'une chute et son équipe ne va cesser de perdre du terrain sur le peloton qui décidément s'est mis à rouler et s'est mis en tête d'essayer de distancer le pauvre Max Sharman qui faisait partie des favoris de l'épreuve et qui risque ici de tout perdre. Regardez, accélération finale terminée, Sharman en souffrance. Pour lui, c'est plié, hein, le Tour d'Algarve. En tout cas, pour ce qui est du général, bien sûr. Il reste donc cette ascension, voilà, qui commence. Ascension qui est assez longue, hein, quand même. Pourcentage moyen n'est pas non plus horrible. Et puis, on va essayer, nous, de déposer Moscone le plus tard possible, en lui laissant un peu de l'équipier, mais ce sera un peu délicat. Pour qu'il puisse se positionner au général. Donc l'adversité, elle est essentiellement autour d'Adam Yates, autour de Tao Gegenhardt, pour ce qui est d'Ineos Grenadier. Et puis regardez, voilà, il y a l'immense surprise de ce jour qui est Michael Matthews. Écoutez, Michael Matthews qui sort comme ça, tout seul. Il est sorti à 3-4 km du sommet. Il est parti. Et il n'y a pas grand monde pour essayer d'aller le chercher, Flamme Rouge. Incroyable scénario ici. Je n'ai absolument rien compris à cette histoire-là. Je pensais avoir géré mon coup, en fait, tranquillou pour l'ami Moscone et faire peut-être un gros coup. Et en fait, on se fait surprendre totalement par Michael Matthews. Pour ce qui est de Neves et de Jan Polanc, c'est pas très grave encore parce que ceux-là, on peut peut-être arriver à les dépasser au général à l'arrivée, mais en revanche, cette victoire de Michael Matthews ne faisait absolument pas partie des hypothèses auxquelles j'avais pensé. Donc, grosse surprise pour moi. En plus, on a réussi à devancer les Ineos Grenadiers. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc, les courses de début de saison possèdent aussi, on va dire, leur quota de surprises. Celle-ci n'échappe pas. L'étape 3, justement, vous voyez, il y a un contre-la-montre. Ça, c'est assez intéressant. On peut se demander un petit peu de quelle façon est-ce que notre champion d'Italie sortant va se comporter là-dessus. Eh bien, on va voir. Donc, 18 km sans réel pourcentage. À l'intermédiaire 1, ouais, je suis pas parti fort, donc c'est pas très grave à la limite de se retrouver avec une quinzaine de secondes de retard au premier intermédiaire. À l'intermédiaire 2, regardez, 12 secondes, ça veut dire que ça va, on a fait plutôt un deuxième tiers de bonne qualité, puis on va essayer de terminer très correctement. Ici, la ligne se profile à l'horizon. Voilà, hop là, on va signer un temps assez correct, deuxième à ce stade-là. Je dis à ce stade-là parce qu'on peut se méfier de Michael Matthews, étant donné qu'on a vu que le garçon
est impossible, est dans une forme intenable. Non, ben voilà, Moscon va faire deuxième derrière Tao Gegenhardt. Alors, il faut m'expliquer en quelle année est-ce que Gegenhardt, en jouant, va battre Moscon sur un contre-la-montre. Mais bon, après tout, j'ai envie de dire, on a vu Michael Matthews au sommet, pourquoi pas le reste. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer ici? On va proposer... j'essaie de trouver un candidat. Là. Qui est-ce qui va gagner un sprint maintenant? Puisqu'on a vu que tout se passe de façon un petit peu étrange. Je sais pas... un coureur qui n'a aucune chance de gagner un sprint d'habitude. Peut-être qu'il va gagner un sprint là. Décidément, hein, on s'attend à tout. Bon, bref, moi, je me positionne là encore pour le jeune Tadic. Hein. On va pas échapper à ça. Allez, il s'est fait bloquer. Ah là 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 là. C'est dingue. On n'a pas bien emmené. Ah bah tiens, Matthews a failli gagner. Non, ça va. Mats Pedersen qui s'impose, ça, c'est correct. C'est très très correct par rapport aux valeurs des uns et des autres. Matthews fait 2. Colbrelli. En fait, c'est rigolo parce que Matthews, il nous fait un peu du Colbrelli sur ce Tour d'Algarve. On entend par là des performances qui sont quand même incroyables, quoi. Qui sont incroyables. Bah oui. Donc Matthews toujours leader. Neves deuxième. Il va falloir qu'on essaye de le dépasser. Et Moscon troisième au matin de l'étape 5. Allons-y. Vous voyez, le moral de Moscon n'est pas terrible parce qu'il est en disette. Il n'est pas le seul. Hein. À ce stade-là de la saison, j'ai également Lutsenko qui est en disette. Le disette, vous avez vu dans PCM, hein, c'est quand le coureur finalement est un peu en manque de bonne performance. Je dirais, bon, des fois c'est à la recherche d'une première victoire dans la saison, mais une très bonne place peut faire l'affaire parfois. Et en l'occurrence, j'ai mes tout meilleurs là qui sont un petit peu en disette. En revanche, des petites nouvelles d'Attila Walter que je vous montrerai sur Paris-Nice au prochain épisode. Attila Walter, tout va bien pour lui. Et il a même déjà remporté... C'était quoi déjà? Bon, c'était modeste, c'était le Tour de Malaisie. Mais au moins déjà, il y a des victoires au compteur et en simulation. Et puis le jeune sprinter tchèque, Simon Pešek, bah lui également a déjà remporté son premier sprint. Je ne sais plus sur quelle épreuve, mais en tout cas, il a déjà claqué une victoire. Donc on a comme ça quelques coureurs qui ont déjà gagné sur cette saison. Allez, il faut essayer de résister. Gegenhardt est vraiment très fort là sur cette fin d'étape. Matthews essaie de s'accrocher comme il le peut. Nous, on essaye également de se positionner. Birgukov qui fait le boulot pour Gianni Moscon, lequel va sprinter. Bien trop tard. Nous étions un peu à court de barre. Y aura-t-il un écart? Y aura-t-il un écart suffisant pour Gianni Moscon pour reprendre du temps? Du gros Gegenhardt, hein. Vraiment impressionnant. Entre le contre-la-montre et cette étape 5, c'était quand même très impressionnant. On va encore une fois faire 2. Donc Moscon souvent deuxième sur ce Tour d'Algarve et troisième du général. Bon, après ça va, hein, c'est correct. Hein. C'est quand même les types de performances qui peuvent lui faire du bien au moment d'aborder le Tour UAE. Alors donc on laisse Gianni Moscon, on retrouvera sur Strade Bianche au prochain épisode. Après le Home Loop bien sûr et Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Voilà, ici une équipe un peu différente. Je vous parlais d'Attila Walter, donc qui a déjà ouvert son compteur en 2023 et qui est la tête d'affiche de Gazprom sur le Tour des Émirats Arabes Unis que je vais vous proposer ici pour conclure cet épisode. Donc, l'équipe qui est autour, ça m'intéresse déjà d'essayer de commencer à la sentir parce que c'est une équipe qui sera alignée. En fait, il n'y a que des coureurs ici
qui vont être alignés sur le Giro. Je vais vérifier quand même au moment où je dis ça, parce que j'aime pas donner de fausses informations. Mais effectivement, sur le Giro, on retrouvera Attila Valter en leader. Il y a également un contre-la-montre par équipe sur le Giro que je vais vous proposer avec celui de Léon 40 là. Allez, l'intermédiaire, juste, ouais. C'est pas encore très significatif parce qu'on est parti parmi les premiers, donc ça veut pas dire grand-chose d'être quatrième. Et autour de Valter, on aura effectivement Kuk qui a progressé. Je pense qu'il va falloir... Je vous dirai à quel moment est-ce qu'on verra son petit up. Il est passé à 79 montagnes, le jeune Slovène. Donc c'est assez intéressant. Puis autour de Valter et Kuk, on aura celui que vous voyez là, Rodionov. Rodionov est un jeune coureur par étape redoutable. Il est... je ne sais pas si c'est pas peut-être lui qui peut être l'avenir de cette équipe-là. Vous voyez, on a réalisé un temps plutôt correct. Quand en face, il y a certaines équipes qui se sont un petit peu désunies. On pensera notamment à la Jumbo-Visma qu'on vient d'apercevoir, ou bien même à la Bora Hansgrohe, et pire encore, à la Groupama FDJ. Un contre-la-montre bien géré par certaines équipes, comme Astana ou De Koning Quick-Step, mais très mal géré par d'autres. Nous sommes 9e, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. C'était pas évident non plus d'être trop compétitif hors pic de forme. Il y a de grosses différences en fait en fonction de si on se retrouve sous pic de forme ou pas. C'est fondamental. Pic de forme qui déclenche des formes très positives peut pour nous changer les performances totalement, là où des formes très moyennes voire négatives peuvent nous faire super mal. Il y a une zone de vent ensuite sur l'étape l'étape 2. Il y a une zone de vent ici qui est à surveiller. On est en plein dedans, vous voyez, le vent toutefois n'est pas hyper intense. On est autour des 25 km/h de vent. Je cherchais le petit... voilà. Là, on a du latéral, enfin, du 3/4 droit, mais le vent est tombé. On est sorti de la zone un peu critique. Rien ne va vraiment se passer au niveau des bordures sur cette étape-là. Mais voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, Novikov, Kostin, Rodionov, Marchenko, Mikheyev, Tiberi, Kuk, Valter seront les membres de l'équipe sur le Giro. Donc c'est bel et bien déjà une course d'entraînement là, même si là techniquement c'est de l'entraînement avant Paris-Nice ou Tirreno, ça dépend des gens, mais c'est surtout une course sur laquelle je sens déjà un peu mon équipe à 3 mois ou 3 mois et demi du Giro. Voilà. Donc sur le Giro, on aura ce fameux Antonio Tiberi qui peut être, à mon avis, un très bon rouleur. Tiberi, c'est rigolo, c'est le sobrero du pauvre en fait. C'est-à-dire quand on n'a pas l'argent pour aller chercher des coureurs de renom, ou en tout cas prometteurs et sur lesquels joueurs de PCM sobrero, pour le joueur de PCM c'est excitant. La preuve, moi je l'ai pris avec De Koning Quick-Step. Quand on n'a pas les moyens par exemple, on va chercher Tiberi. C'est un recrutement low cost qu'on a là. Le budget de toute façon n'augmentera pas des masses, même en cas de réussite suprême. Et puis voilà, ça fait partie du deal. C'est ça qui est assez rigolo en fait. C'est essayer de se dépatouiller avec des coureurs pas très chers, soit parce qu'ils ont un creux dans leur carrière. C'est un peu ça qui nous a permis d'aller chercher Moscon et Lutsenko après une première année catastrophique 2021. Et puis attaque de Roglic ici. Attention, c'est l'arrivée à Djebel Hafet. Attaque de Roglic qui se fait la malle. Derrière, c'est Manu Bourkman que vous apercevez.
qui le suit d'ailleurs, qui parvient à s'accrocher à Primož Roglič. Derrière Remco Evenepoel, ah tiens, Sobrero, on en parlait. Vlasov est là, Hirschi est là. Vous allez me dire, mais où est Pogačar? Pogačar n'est pas loin. Et apparemment, Hirschi bosse pour lui. Remco, donc, va peut-être être repris par Valter. J'ai toujours appliqué ici cette tactique un peu pyramidale que j'applique souvent sur ces ascensions-là, où je demande aux uns de protéger les autres, et puis après en dernier ressort, c'est à Rodionov, par exemple, ou Galkuk, suivant la forme, de protéger Valter, et puis après, il faut que Valter se libère et aille nous chercher une place honnête. C'est chose faite. Il va prendre comme ça une 4e place, mais même Rodionov, regardez, va chercher une place quand même pas honteuse. On s'est positionné sur cette étape 3 du Tour des Émirats Arabes Unis. On s'est positionné déjà. Bon, Roglič, il a fait un petit peu mieux que se positionner. Il a déjà tapé du poing sur la table. Alors c'est dommage pour lui, parce qu'en fait, il est victime, mais il va reprendre du temps quand même. Mais regardez le général. Roglič, victime, voilà, mais pas une victime trop horrible aussi. Victime du mauvais contre-la-montre de Jumbo-Visma. Mais vous voyez, il a déjà pris la bonif. Il a repris du temps à presque tout le monde à part Buchmann. Et il s'est déjà repositionné très très nettement pour la suite de ce tour. Et il peut totalement envisager de le gagner. Donc du gros Primož Roglič en ce début de saison. Une petite remarque par rapport à d'autres choses que j'ai déjà signalées. Tiens, c'est étonnant, mais je suis très content. J'ai l'impression que la planification du jeu, pour ce qui est de ce que les gens impliqués appellent les IA rosters, donc ça veut dire en gros, nous on appelle ça les start lists pour les courses, pour toutes les courses diverses et variées. Franchement, ça m'a l'air d'être beaucoup mieux organisé là que ça ne l'était la saison précédente. Je parle de cette partie-là, la saison précédente. Et puis aussi celle avec De Koning Quick-Step que je vous propose en parallèle. Donc, très encourageant. Très très encourageant. Voilà. On fait un peu le forcing. Sur cette étape 4 pour essayer de provoquer une espèce de cassure dans le final, pour essayer de voir si on pourrait pas piéger quelques favoris. Attention à Pidcock, attention à Roglič, attention à Marc Hirschi, à Tadej Pogačar. Allez, c'est parti! Ou l'accélération de Pidcock. Mais on sait qu'après il va y avoir du très très fort pourcentage. Ça va se terminer. Ouais, pour Pidcock. Mais regardez, la bonne surprise du jour, c'est quand même Rodionov qui vient prendre une très jolie 2e place, et Valter qui vient prendre une non moins jolie 3e place sur une étape comme ça. Ah ben au moins ça fait plaisir parce qu'on a bossé, et notre travail il a été quand même bien couronné avec ces 2 places d'honneur. Nous sommes sur le podium. Donc un petite bonif pour Rodionov et pour Valter à la clé. Qu'est-ce que ça va nous donner au général, ça? Ça va nous donner une 5e place à ce stade-là pour Valter et une 13e place pour Rodionov. Ok, intéressant. Intéressant et positif. Au moment d'aborder une étape qui par contre ne nous concerne absolument pas, puisque ça va être du sprint, c'est l'étape 5. L'étape 7 aussi ne nous concernera pas beaucoup, il faut quand même l'avouer. Il y a tout le gratin du sprint mondial, donc il est absolument impossible d'envisager d'exister face à tout ça. Ça tombait pas bien pour moi d'amener Péchek, c'est pour ça que je l'ai pas pris. De toute façon, on aura largement le temps de voir Péchek. Péchek, je vais l'emmener sur Paris-Nice. Donc il fera équipe avec... on aura une équipe, on va dire, autour de Valter et Péchek sur Paris-Nice, d'une part. Et par contre, sur Tirreno Adriatico,
on en verra quelque chose d'un petit peu plus classique autour de Lutsenko, de Moscon, de Covey, etc. C'est-à-dire une équipe plus une équipe de coureurs de classique, justement. Caleb Ewan donc s'est imposé devant Arnaud Démare. Vous allez voir, ça va être marrant, il va y avoir une petite revanche 2 étapes plus tard. Mais avant, explication finale pour ce qui est du général sur ce Tour UAE. Vous voyez, ça va, on est en train de toucher nos pics en fait. On est en train de toucher nos pics de forme. Ça, ce sont que des coureurs avec lesquels je voulais qu'il y ait un pic qui soit déclenché soit pendant le Tour UAE, soit 2-3 jours après, mais pas plus en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer, ce qui veut dire que le petit montage en termes de nombre de jours de course, etc., que je vous propose dans la vidéo donc en lien avec celle-ci, là, celle que j'ai appelée épisode 11 annexe, en fait, tout à fait suffisant pour pouvoir déclencher les pics à peu près quand je l'avais décidé. À ceci près que si vous voyez un retard de prépa pour Walter, c'est normal, c'est parce qu'en fait il a été blessé à un moment donné, j'ai été obligé de le retirer de je ne sais plus quelle épreuve, mais il a raté 2-3 jours de course, et puis il a été un petit peu impacté sur ses points d'entraînement par une blessure. C'est ce qui explique son retard à ce stade-là, alors que Kuk, vous voyez, qui bosse d'ailleurs devant là, Gal Kuk, lui par contre a déjà touché son pic de forme. Donc voilà. Ça aurait été bien d'avoir le pic pour Walter sur cette étape-là. Mais bon, on est déjà très chanceux avec le plus 3. Enfin, très chanceux. Chanceux, allons-nous dire. Et puis, il va falloir voir ce que donnent les 7-8 derniers kilomètres. Alors là, on y va au panache. On y va au panache total. Après avoir fait bosser Gal Kuk, on fait bosser le jeune Rodionov pour essayer de mettre à l'amende les uns et les autres. Réduire un petit peu ce groupe. Et là, c'est Walter. Alors, on est trop loin de l'arrivée. On est trop loin de l'arrivée. Le panache, trop de panache tue le panache. Et donc, à un moment donné, on se retrouve en plein réalisme à se dire hop, 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 je vais me rabattre dans une roue. Et puis après, il y a Roglic qui accélère. Voilà. Et quand Roglic accélère, même sur PCM, c'est plus vraiment le même sport. Allez, voilà ça. Hop, Hindley, Buchmann, Martinez, Pogacar ont pris le bon wagon, Vlasov également, et puis du coup nous avec Walter on est un petit peu court, faut le reconnaître. Après bon, je préfère avoir tenté quelque chose sur une course où nous n'avons pas d'objectif. Je préfère tenter quelque chose quitte à me faire un peu taper sur les doigts plutôt que de toute façon faire quoi, 3 ou 4 parce que j'ai attendu. Voilà, c'est délicat, on a quand même tout le gratin en face de nous. Donc ça va, je suis pas déshonoré de faire 10 sur celle-là, ni même de me retrouver 7ème pour Walter, 12ème pour Rodionov à ce stade-là du Tour UAE. C'est-à-dire qu'en fait le classement général il est entériné. Et il n'y a plus qu'une étape, c'est étape 7 à Dubaï. Et là-dessus, les sprinters devraient encore une fois s'exprimer. On avait vu Sam Bennett au départ, on avait vu Caleb Ewan sur l'étape 5. Qui va-t-on voir sur l'étape 7 ? Donc, allez, je spoil. Quelqu'un qui n'avait pas encore gagné. Donc, ce sera ni Bennett, ni Caleb Ewan. Donc, il reste encore du choix, parce que vous avez vu le plateau. Et puis nous, on va juste essayer de s'accrocher, de pas subir une cassure, d'être dans le bon groupe. On va aussi s'amuser à lancer un petit peu sur la gauche, le long des balustrades, mais ça, c'est juste pour rigoler. Et parce que le coup du kilomètre, ou le coup des 2 kilomètres, on peut pas vraiment le faire avec Tiberi, là. C'est pas vraiment l'objet. Allez, Bennett, Ewan, non, démarre. Donc il y avait eu un super boulot de Ballerini pour placer Bennett sur orbite. Le sprinter irlandais n'en a pas fait grand-chose. Puis d'ailleurs, c'est vrai que sur l'étape qui gagne au début là, de ce Tour UAE, c'était là encore un super boulot de Ballerini.
alors que pour le compte de Lotto Soudal, j'ai vu plutôt Degenkolb bosser pour Caleb Iwan sur ce tour. Degenkolb qu'on retrouvera sous peu dans le prochain épisode. Là encore, peut-être du bon Degenkolb en ce début de saison. C'est assez rare malheureusement sur PCM quand on joue pas avec lui pour être signalé. Roglic s'impose donc sur ce tour UAE. Et puis vous voyez, voilà, on continuera avec Omloop, avec Kuurne. On ira même faire un tour très bref sur la classique de la Drôme, etc., etc. Il y a plein de réjouissances à venir, je vous dis. Très bon week-end à tous, bye bye.